Bonjour et bienvenue à la correction de ce test formatif. Alors bien qu'il s'appelle test significatif, d'ailleurs vous l'avez vu, c'était un ancien test significatif qu'on vous a donné sous forme de test formatif. Alors on va le corriger. Donc dans l'exercice 1, vous vous mettez dans la place d'un bijoutier qui aimerait faire fondre 10 grammes d'or dans un creuset. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, j'imagine qu'entre-temps vous avez cherché sur Internet. C'est un petit récipient dans lequel on met certains produits, certaines substances destinées à la fonte. Donc un bijoutier souhaite faire fondre 10 grammes d'or dans un creuset de capacité calorifique égale à 5 joules par degré. Pour cela, il utilise une petite plaque électrique d'une puissance de 500 watts et de rendement égal à 80%. Après combien de temps de chauffe la moitié de l'or aura fondu si sa température initiale était de 20 degrés? Donc, on a de l'or à 20 degrés, 10 grammes d'or, et on veut faire fondre la moitié de cet or-là. Alors, on va déjà trouver la quantité nécessaire pour faire fondre la moitié de l'or. Alors, on va noter quantité d'énergie nécessaire à faire fondre, nécessaire pour faire fondre, quantité d'énergie nécessaire pour faire fondre, l'or. Alors on pourrait préciser pour faire fondre la moitié de l'or dont la température initiale est de 20 degrés, etc. Ça risque d'alourdir un petit peu cette phrase-là. Mais ces phrases-là sont très 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 importantes pour nous qui vous lisons, ou si on vous lisait, disons, pour un test, mais surtout pour vous, pour savoir toujours ce que vous calculez. Alors cette quantité d'or, on va l'appeler Q-or, tout simplement. Et ben on a 10 grammes d'or au début, donc 0,01 fois la masse volumique, la chaleur massique de l'or, qui est l'or à l'état évidemment solide, 129 ou 0,129 fois 10 puissance 3, ça fait 129 fois 129 fois. Alors le delta T, on veut au final que l'or arrive à sa température de fusion qui est de 1064 degrés. Donc 1064,2 si vous le voulez. Bon, mettons-le, c'est pas très très important. Moins température initiale, on était à 20 degrés. Attention juste, parce qu'il n'y a pas que l'or qui va monter à cette température-là, il y a aussi le creuset. Donc c'est-à-dire qu'on a un creuset de capacité calorifique 5 fois mu fois delta T. Delta T, c'est la même chose. 1064,2 moins 20. Donc, ces deux quantités d'énergie vous donnent l'énergie nécessaire pour que l'or et le creuset passent de 20 degrés à 1064 degrés. Ensuite, on veut que la moitié de l'or fonde. Donc, on va rajouter la moitié de 10 grammes, ce qui fait 5 grammes, donc 0,005 kg. Et fois la chaleur latente de vaporisation de l'or qui est de LV 16,4 fois 10 puissance 5. On va le marquer comme dans les tables. 16,4 fois 10 puissance 5. Voilà. J'ai écrit un petit peu petit, désolé, c'est pour essayer de faire tout tenir sur une ligne. Je vais calculer quand même les choses séparément. Donc 1064,2 moins 20 fois 129 fois 0,01, ça me donne à peu près 1347. Donc 1300, oui, 47. Plus 5 fois, et j'ai de nouveau mon 1064,2 moins 20, plus 5221, plus, et dernier, 0,005 fois 16,4 fois 10 puissance 5, plus 8200. Donc bien qu'on fasse fondre la moitié de l'or, regardez, la quantité d'énergie est bien plus importante que tout le reste. 8200, c'est plus important que la somme des deux autres. Donc ça rejoint toujours ce qu'on dit. L'énergie vraiment pour appliquer
le processus de fusion ou le processus de vaporisation est toujours une quantité d'énergie importante. Donc au final, on a 14 768 joules, 0,018 qu'on peut. Or, si on stocke la valeur, soit voilà, on peut le laisser disparaître, c'est 18 millièmes de joule. Ok. Après, on n'a pas répondu à la question, hein. On doit trouver la quantité d'énergie que va devoir fournir la plaque. Alors, je vais noter dessous. Quantité d'énergie que doit, on va dire, produire la plaque. Or, je mets en parenthèse, on ne produit pas d'énergie, on la transforme, mais vous comprenez le sens. C'est pas 14 768 joules, c'est pas cette valeur-là, parce que la plaque doit produire plus, vu qu'on a un rendement de 80%. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un nombre plus grand? On va écrire déjà l'énergie de la plaque. C'est l'énergie calculée avant, et divisée par le rendement, parce qu'on veut au final une valeur plus grande. Donc on prend la valeur d'avant, on divise par 0,8 et on trouve, alors il faut juste que je fasse ça, pardon, 18 460 est égal à 18 460 joules. Donc la plaque doit produire cette quantité d'énergie en combien de temps? Eh ben, elle a une puissance de 500 watts, c'est-à-dire que chaque seconde, la plaque produit, entre guillemets, ou transforme 500 joules. Donc le temps d'utilisation, on va le faire comme ça, vous savez que la puissance, c'est de l'énergie sur le temps, et donc le temps, c'est de l'énergie sur la puissance, ce qui est assez logique, c'est-à-dire que plus la puissance est grande et plus le temps est petit, et c'est pour ça qu'on divise par la puissance, 18 460, divisé par la puissance des 500 watts. Alors si je divise ça par 500, je trouve, 18 460 divisé par 500, 36, arrondissons à 37 secondes. Et voilà, l'exercice 1, en tout cas la partie A de l'exercice 1 est finie. Que se passerait-il si je lis la B? Que se passerait-il si le bijoutier travaillait avec un creuset en plomb? C'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le plomb fond à 327 degrés. Et l'or fond à 1000, on a dit quoi? 1064 degrés. Donc il faut que le creuset ne fonde pas. Donc la température de fusion, que se passerait-il? Donc le creuset fond dans ce cas-là, car la température de fusion du plomb est plus petite que la température de fusion de l'or. Voilà. Exercice numéro 2. Avec une jolie lecture graphique, on en fait très souvent dans ce thème. Un élève chauffe un bloc de matière solide pendant 20 minutes. Il note l'évolution de la température en fonction de la quantité d'énergie. Alors oui, l'évolution de la température en fonction de la quantité d'énergie, puis reporte ces mesures dans le graphique ci-dessous. Donc on part d'une zone solide. Donc ici, on aura un plateau, un changement d'état pour passer de solide à liquide. Et à ce moment-là, on a le plateau, c'est-à-dire une partie du liquide sera transformée en vapeur. Voilà pour faire une première analyse très générale de ce graphique. Réponds aux questions suivantes aidant du graphique en justifiant de quelle manière s'agit-il. Alors, première chose qu'on va faire, on va repérer, je ne sais pas si, on va peut-être garder quand même le rouge pour l'instant, cette valeur-là, ce moins 40, c'est évidemment la température de fusion. Et pour aller un peu plus loin, en haut, alors on est à quoi? On est à peu près à 360, un peu en dessous de 360. On va faire comme ça.
et on va écrire que la température... Hop là, pardon. La température... Oula. Petit problème. Excusez-moi. La température, où est-ce que j'étais? La température d'ébullition est égale environ à 360. On est un tout petit peu en dessous si on regarde le graphique. 360, on est un tout petit peu en dessous. Alors, on doit chercher des températures de fusion et d'ébullition qui sont de moins 40 et de 360. Vous prenez vos tables et vous arrivez normalement au mercure, si je ne dis pas de bêtises. Oui, moins 38,8 et 356,5. De quelle matière s'agit-il? Du mercure. Comment justifier? Car TF est égal à moins, on a dit quoi? Moins 38,8. Moins 38,8, ce qui correspond environ au moins 40 degrés. Et la température d'ébullition est de 356,5, ce qui correspond environ à nos 360 degrés. Voilà. Petit b, quel est l'état du bloc de matière lorsqu'il a reçu 15 000 joules? Alors, 15 000 joules, on est ici. Toutes les graduations valent 2000, 10 000, 12, 14 et 15. Et donc, on est dans la zone liquide. Voilà. Quel état? L'état liquide. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, sinon peut-être de mettre en évidence ce 15 000 joules. Et d'ailleurs, quelle est la température du bloc? C'est pas demandé. Mais la température du bloc, si on fait une lecture graphique standard, donc toujours, alors c'est pas très bien fait, on serait environ à, je sais pas moi, 35, 37 degrés. Voilà, on aurait pu vous demander, ça appuie 37 degrés. Évidemment, on est entre moins 40 et 360, donc on est sous forme liquide. Alors, les choses se corsent maintenant. Calcule la masse de matière chauffée. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Ce qu'on pourrait, c'est s'intéresser à cette zone-là. Parce qu'évidemment, au départ du plateau, on a une certaine quantité de masse solide. Et à la fin, on sait que toute la masse aura fondu. Et donc, en utilisant la chaleur latente de fusion du mercure et la quantité d'énergie nécessaire à faire fondre cette masse-là, on peut retrouver la masse qui a fondu, ce qui correspond à la masse totale de mercure, vu que tout le mercure a fondu. D'ailleurs, comment je sais que tout le mercure a fondu? Après, il continue à recevoir de l'énergie. Voilà, alors je vais un petit peu effacer mes quelques explications là-dessus. On va regarder alors la quantité d'énergie. La lecture, elle n'est pas évidente à faire. Alors on a en tout cas 2000, 4000, 8000, mais un peu moins. On est ici, on a un peu moins que 8000. Un peu moins que 6000. Le 5000 est au milieu. On dit quoi? 5008? Allez, partons pour 5008. Donc, on va peut-être... est-ce que je vais faire d'une couleur? Voilà, je vais peut-être faire le vert parce que vous allez voir, je vais faire de deux manières différentes. Donc, si je fais ça en vert et ça en vert, il y a une correspondance. Donc, j'ai dit quoi? 5800 joules. C'est la quantité nécessaire à faire fondre une masse M de mercure. Donc, j'ai besoin de la chaleur latente de fusion du mercure. Et la chaleur latente de fusion du mercure, c'est 0,114 fois 10 puissance 5. Cette chose-là, c'est la chaleur latente de fusion, évidemment, du mercure. Donc, à partir de cette formule-là, on peut déterminer la masse du mercure qui a fondu, c'est-à-dire la masse du mercure. Et ça fait, alors je vais directement mettre en grammes, 508, allez, on va arrondir, 509, 510 grammes environ. J'arrive à 508,7. Bon, ma lecture graphique, je peux en tout cas admettre quelques dizaines de grammes d'incertitude. Autre méthode, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'utiliser cette partie-là. Alors, je vais peut-être prendre le jaune, je ne sais pas si ça soit bien. Donc,
cette partie-là. Pourquoi? Parce que je prends ce point-là, je trouve un autre point bien placé. Ah bah celui-là est pas trop mal placé. Et je vois que si j'apporte à mon liquide, à mon mercure, pardon, 4000 joules, je vais dans sa zone liquide lui faire subir une variation de température pour le faire passer de moins 40 à 20, c'est-à-dire qu'on a un delta T est égal à 60 degrés. Et j'utilise du coup une autre formule, donc c'est une autre manière. J'ai dit quoi? J'ai dit 4000 joules, c'est-à-dire si j'utilise 4000 joules, bah, je vais avoir une certaine masse M de mercure sous sa forme liquide. Alors j'ai besoin de trouver la chaleur massique du mercure. Alors il y a une toute petite différence entre liquide et solide, mais quasiment rien. On va utiliser 140 fois le delta T qui vaut 60. Donc en faisant ça, je trouve alors 4000 divisé par 140 divisé par 60 fois 1000 pour avoir une réponse en grammes. 476, 400, on va arrondir aussi à la dizaine, 480 grammes. Alors on ne trouve pas exactement la même chose. Tout ça est dû à un problème, on va dire, de lecture graphique dû à notre imprécision. On va quand même faire des choses peut-être un peu plus joliment. Je vais mettre ça. Je vais juste titrer. Oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Je vais écrire première méthode. Donc, ça c'est l'analyse du plateau. Et en dessous, voilà, c'est juste pour faire un peu de mise en page, de mise en forme. Alors vous, dans un test, vous n'avez pas besoin de faire les deux méthodes, mais par contre, vous devez les comprendre. Deuxième méthode, eh ben, c'est l'analyse de la partie liquide, on est bien d'accord. Voilà. Avec les couleurs correspondantes, donc il y a deux méthodes différentes. La deuxième méthode, à quelque part, c'est une sorte de recherche de pente. D'ailleurs, on voit voilà, vertical sur horizontal. Bon, là, c'est plutôt horizontal sur vertical qu'il faut faire si on regarde le détail du calcul en faisant 60 divisé par 4000. Donc, vertical sur horizontal. J'ai rien dit. Ensuite, juste petite précision, j'aurais pu évidemment ne pas utiliser ce point-là, mais utiliser, je sais pas, un point, par exemple, un autre point bien placé. Celui-là est un peu moins bien placé, mais j'aurais trouvé un autre delta T, j'aurais trouvé un autre delta Q, mais le rapport delta T sur delta Q, ça me redonne la pente, donc j'aurais trouvé au final la même masse. Voilà, j'aurais trouvé quelque chose Pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire? De similaire. Question D, comment interpréter les pentes de la courbe avant et après le premier palier ou le premier plateau? Bah, si vous regardez les pentes, ce sont les mêmes, donc elles sont identiques. Et comme elles sont identiques, les chaleurs massiques sont les mêmes. Elles sont identiques. Alors comment interpréter? Elles sont identiques, c'est pas de l'interprétation. On voit qu'elles sont identiques. L'interprétation vient là. Donc, les chaleurs massiques liquides et solides sont aussi identiques entre elles. Et petit e caractérise le plus précisément l'état du bloc à la fin des 20 minutes. Alors, on avait combien de grammes? On ne s'est pas décidé entre 510 et 480. Bon, prenons 500 grammes pour simplifier en tout cas. Dans la discussion, on a ici 500 grammes de mercure et on le chauffe et au bout de 20 minutes, on s'arrête. Alors, ça ne veut pas dire que les 500 grammes de mercure ont entièrement fondu. Non, on va calculer d'ailleurs l'énergie
On va regarder l'énergie. Alors, à partir de ce point-là, 2000, 4000, 6000, 8000, 10 000, 12 000, 14 000. Et on a un petit bois à gauche, un petit bois à droite. Si on les assemble, ça fait presque une demi-graduation. Donc on peut rajouter 1000. Ça fait du coup, on va dire 15 000. On va aller au plus simple. Ça veut dire que cette valeur-là, là, à là, on va dire que delta Q est égal à 15 000 joules. Bon, on va regarder. Quelle est la masse de mercure qui peut fondre si on lui apporte 15 000 joules? Alors, on regarde, on voit la chaleur latente de vaporisation du mercure. La chaleur latente de vaporisation, c'est 295 000 joules. Alors, on va faire comme ça, c'est-à-dire que mes 15 000 joules ont pu faire fondre une certaine masse fois LV, donc fois 2,95 fois 10 puissance 5. Et donc M, ça fait 15 000 divisé par 2,95 fois 10 puissance 5. Je m'empresse aussi de faire fois 1000 et j'ai 51, allez. Non, on va arrondir. Encore une fois, on n'est pas à 1 gramme près, surtout que ma lecture graphique, si j'avais pris peut-être pas 15 000, mais 15 200 ou 15 500, j'aurais trouvé une masse un petit peu différente. Voilà. Donc ça, attention, c'est la masse, c'est la quantité c'est la quantité de masse évaporée. Hein. Cette chose-là, c'est la quantité de masse évaporée. Donc, caractérise le plus précisément l'état du bloc à la fin des 20 minutes. Donc, 50 grammes s'est évaporé. 50 grammes se sont évaporés une quantité. Il reste donc, alors on va utiliser une masse moyenne, on va dire de 500 grammes pour simplifier vraiment. Il reste donc 500 moins 50, ce qui fait 450 grammes de mercure liquide. Voilà, on a terminé ce deuxième exercice. Passons à l'exercice 3, qui est peut-être le plus complexe. Alors pour fabriquer de l'alcool, on vous parle ici d'éthanol. Un boire de cru, c'est-à-dire celui qui va distiller, qui va fabriquer cet alcool, utilise un alambic. Donc vous aurez sûrement compris que c'est cette image-là, de 2 kg en cuivre, chauffé à l'aide de bois. Il place 5 kg d'un mélange composé comme ça, de 70% d'eau et de 30% d'alcool, à température ambiante à 20 degrés dans la cuve chauffée à 150 degrés. Il dispose de 100 g de bois pour chauffer l'alambic. Une partie de l'alcool va-t-elle s'évaporer? Si oui, quelle masse d'alcool sera transformée? Sinon, quelle sera la température du mélange? En gros, on brûle ces 100 g de bois et on aimerait savoir à la fin, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tout s'est évaporé? Est-ce qu'une partie s'est évaporée? Est-ce que rien ne s'est évaporé? Si ça ne s'est pas évaporé, quelle est la température du mélange? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, on peut démarrer cet exercice de pas mal de manières. On peut imaginer déjà, oublier peut-être ces 100 grammes de bois et se concentrer là-dessus. C'est-à-dire qu'on va déjà faire un premier mélange avec l'eau, l'alcool et la cuve en cuivre. Donc, le premier mélange, on va le faire comme ça. Donc, 5 kg d'un mélange à 70%. Donc, c'est les 70% de 5 kg d'eau aura une température d'équilibre inconnue pour l'instant, moins 20 degrés. Plus on a 30% des 5 kg d'alcool, d'éthanol. Alors, on va regarder la chaleur massique de l'éthanol qui est sous forme liquide. L'éthanol s'évapore à 78 degrés. On est pour l'instant à 20 degrés. Et c'est 2460 fois 2460. La température d'équilibre, moins 20. Plus la cuve en cuivre, donc les 2 kg
de cuivre. Alors le cuivre, il est sous forme solide, 385. 385. Sa température d'équilibre, moins 150 degrés. Voilà. On va résoudre cette équation-là. Juste avant, je vais calculer ces termes-là qui vont m'être utiles peut-être par la suite. Donc les 70% de 5 kg, on avait 3,5 kg d'eau. Et ça correspond à 14 630. La deuxième accolade, donc les 30% des 5 kg d'éthanol. Donc si je fais tout ce calcul, j'ai 3690. Et le dernier calcul, 2 fois 385, ça me fait évidemment 770. Je vous rappelle la technique de calcul. Pour résoudre cette équation, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire toute la distributivité avec les nombres. Donc ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. C'est-à-dire 14 630 fois 20, plus 3690 fois 20, plus 770 fois 150. Tout ça positif. Alors en réalité, tout est négatif, mais après, quand on le passe de l'autre côté du Sénégal, ça devient positif. Et ça me donne 481 900. Donc 481 900. Et puis maintenant, je passe à l'autre partie, c'est-à-dire que je vais distribuer avec les TE. Donc ça va faire juste 14 630 TE plus 3690 TE plus 770 TE. Donc en fait, j'ai juste à additionner 14 630 plus 3690 plus 770, et ça me fait 19 090 TE. Alors je vais effacer ces petits arcs de cercle pour l'instant, voilà. Et j'ai dit quoi? 19 090 TE. Et donc, TE est égal à 481 900 divisé par 19 000. Et je trouve 25,2. 25,2 degrés. Voilà. Est-ce que vous voulez mettre ça un peu plus au centre? On va faire comme ça. Donc, encore une fois, on peut faire cet exercice-là un petit peu différemment, mais on peut maintenant imaginer qu'on a en fait le tout, c'est-à-dire pas seulement l'eau et l'alcool, mais l'eau, l'alcool et la cuve, tout ça est à la température de 25,2 degrés Celsius. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais regarder l'énergie que je dois apporter à tout ça pour commencer à faire évaporer l'alcool. Donc l'alcool s'évapore à 78,2 degrés. Donc je vais calculer la quantité d'énergie nécessaire pour que le tout soit, on va quand même marquer ça, le tout soit à 72, qu'est-ce que j'ai dit, pardon, pour mon éthanol, 78,2 degrés, ce qui correspond à la température d'évaporation, d'ébullition, pardon, de l'éthanol. Alors, on repart, c'est-à-dire que j'ai besoin, en fait, je vais réutiliser ça, ça et ça. Mais regardez juste ce que je vais changer. Donc, je réutilise les 70% fois 5 fois 4180 fois... Alors, ça, je connais déjà, ça fait 14 630. La température finale, c'est 78,2. Et la température initiale, maintenant, vu que l'eau et l'alcool se sont équilibrés avec le cuivre, on a un tout à la température de 25,2. Plus, et la même chose pour l'éthanol, 3690, la température finale c'est 78,2 moins 25,2 plus 770 et même chose 78,2 moins. Voilà. Donc on a l'eau, l'éthanol, le cuivre,
tout ça est à la température de 25,2 et on veut faire monter tout ça à la température de 78,2. Le calcul est assez simple parce qu'en fait, ça, tout ce qui est entre parenthèses, c'est chaque fois la même chose. Donc moins 78,2, ça vous donne 52,9. 52,9 fois la somme entre cette valeur, cette valeur, cette valeur. On peut en fait mettre ces parenthèses en évidence. Donc le calcul se fait assez rapidement à la machine, fois, entre parenthèses, 14 630, plus 3690, plus 770, et ça donne, on va le faire comme ça, est égal à, ça fait à peu près 1 million de joules. 1 million de joules. 1 mégajoule, environ. Environ. Et ça, on va l'appeler Q1 égale 1 mégajoule. Bon, maintenant à savoir, est-ce que j'ai assez d'énergie pour atteindre déjà cette température? Est-ce que je dispose d'un mégajoule? Je vais faire brûler 100 grammes de bois. Je vais regarder le pouvoir énergétique du bois qui est de 16 millions de joules par kilogramme. Là, j'ai pas 1 kilogramme, j'ai 10 fois moins. Donc 10 fois moins que 16 millions, ça fait 1,6 million. Donc on dispose de 1,6 mégajoules en brûlant 100 grammes de bois. Donc on a assez. C'est-à-dire que le bois, on va commencer à brûler du bois. Ce bois aura pour effet de faire monter la température de mon système à 78,2 degrés. Et la différence d'énergie entre ce mégajoule et ce 1,6 mégajoule va me servir à faire évaporer une certaine partie d'alcool. Donc maintenant, on va calculer la partie d'alcool qui va être évaporée. Si on a encore de l'énergie après, tout l'alcool va s'évaporer et ensuite l'eau va continuer de faire augmenter sa température jusqu'à atteindre une température de 100 degrés. Et si on a encore suffisamment d'énergie, l'eau va commencer à s'évaporer. Alors on va déjà voir ce qu'on peut faire évaporer avec cette quantité d'énergie. Donc on dispose, il nous reste donc 1,6 moins, on va faire peut-être comme ça, c'est peut-être plus clair, 1,6 fois 10 puissance 6 moins 1 fois 10 puissance 6. Alors, je garde la valeur stockée, donc moins 1,6 fois 10 puissance 6. Ça fait du coup environ 590 000. Environ. Alors, j'arrondis, j'ai 589 062, mais c'est plus simple oralement et à l'écrit. Donc, il nous reste 592 000 joules qui serviront à faire évaporer une masse M d'alcool. Bon, ça je sais calculer avec la formule delta Q est égale à M fois LV. Donc j'ai 590 000 est égal à la masse d'alcool qui va s'évaporer fois le LV alcool, éthanol du coup, où est-ce que c'est 8,5 fois 10 puissance 5. Et donc, la masse divisée par 8,5 fois 10 puissance 5, même chose, je vais faire fois 1000 pour directement mettre en grammes, c'est-à-dire 693 grammes. Donc avec cette quantité-là de bois, je peux faire évaporer 693 grammes d'alcool. Maintenant, attention, si on a plus que 693 grammes d'alcool, on s'arrête là, c'est-à-dire une partie de l'alcool s'est évaporée, puis ce qui reste sous forme liquide. Si on a moins que 693 grammes d'alcool, en fait, on aura de nouveau un surplus d'énergie qui, une fois, imaginons qu'on n'a que 500 grammes d'alcool, je fais évaporer mes 500 grammes d'alcool et j'ai encore un surplus d'énergie qui me sert à faire chauffer l'alcool. Vu que tout l'alcool s'est évaporé, à faire chauffer ce qui reste, c'est-à-dire à faire chauffer l'eau et la cuivre et la cuve en cuivre. Mais du coup, j'ai quoi? En fait, j'ai même pas calculé. Oui, je l'ai dit, je crois oralement. Les 30% de 5 kg. Donc, 30% d'alcool de 5 kg.
on a 1,5 kg d'alcool à la base. Donc, si je reviens à la question, une partie de l'alcool va-t-elle s'évaporer? Oui. Quelle masse d'alcool sera transformée? Donc, on va enfin pouvoir répondre à cette question-là. Une partie de l'alcool s'évapore, entre parenthèses, environ 700 grammes. Il reste donc, on avait dit quoi? 1,5 moins 700 grammes. Il reste donc environ 800 grammes d'alcool sous forme liquide. Voilà, on est arrivé au bout. Ce genre d'exercice, type l'exercice 3, on ne sait jamais si on a suffisamment d'énergie pour aller plus loin, atteindre un nouveau palier. C'est des exercices qui sont toujours assez longs. Il faut aller, alors je ne vais pas dire en tâtonnant, mais il faut regarder phase par phase ou partie par partie. Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie pour aller à la partie suivante? Si oui, on continue. Et sinon, où est-ce qu'on s'arrête? Si on s'arrête dans une élévation de température, il faut être capable de dire la température finale, ce qui n'était pas le cas ici. D'ailleurs, la température finale, on aurait même pu répondre à cette question-là. La température du final, c'est 78,2 degrés. On a suffisamment d'énergie pour faire augmenter le tout à 78,2 degrés et le surplus d'énergie, donc ce surplus-là, transforme cette quantité d'alcool en vapeur. Et donc, du coup, il reste cette quantité d'alcool avec l'eau, avec le cuivre, toujours à cette température. Ok. J'espère que ce fut clair. Si jamais, n'hésitez pas à me poser des questions. Ce test était assez complet, assez complexe, mais voilà, il est en plein dans les thèmes et dans les objectifs de fin de 11e année sur la calorimétrie. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.